comment on peut anticiper les effets du changement climatique, comment on peut les prévoir. On va voir ça avec Éric Palvado, qui est géologue et ingénieur au BRGM. On va parler un petit peu des constats. C'est un petit peu ce qu'on a vu au travers des exposés précédents du passé. Et puis on va parler de la submersion marine, mais aussi des tempêtes. C'est aussi, on a un peu évoqué, on évoque la possibilité que ces tempêtes s'accélèrent et soient plus intenses au cours du temps. Donc, je vais vous montrer des exemples de techniquement ce qu'on peut faire pour simuler ces phénomènes et donner des éléments de prospective là aussi et de simulation. Donc pour anticiper, pour prédire les phénomènes et leurs effets, on a avant tout besoin de connaître le passé, on l'a vu tout à l'heure au travers des exposés. Connaître le passé pour capitaliser les événements, leurs caractéristiques et leurs impacts. Donc là, je parle bien sûr des tempêtes aussi et des submersions qui sont associées. Et ceci dans l'optique de déterminer ce qu'on appelle des analogues, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. En Occitanie, c'est quelque chose que l'on réalise au travers du réseau tempête et de la base de données qui lui est associée. Vous avez ici un exemple de la frise du temps qui avait été produite là aussi au cours de la démarche Ambition Littorale et qui illustre en fait cette base de données tempête que l'on a sur l'Occitanie. Alors on y recense un certain nombre d'événements. Hein. Pour chaque événement, en fait, on acquiert des informations sur le terrain pendant la tempête, après les tempêtes. Donc c'est des photos, des hauteurs de submersion, la trace, la localisation de l'est de mer, et puis aussi la localisation, la cartographie de phénomènes d'érosion. Et puis on a aussi des données instrumentales pour caractériser, on va dire, physiquement ces tempêtes-là. Donc c'est des informations là aussi que l'on met en base de données, ce qui concerne les hauteurs de houle pendant les événements de tempête, les niveaux d'eau, les surcotes, également tout ce qui est vent et précipitation. Et puis, en moulinant tous ces éléments, en croisant les différents paramètres qu'on a pu acquérir, en analysant tout ça, eh bien, on est capable en fait de créer ce que l'on appelle des événements référents qui vont nous permettre, lorsqu'une tempête est prévue, de regarder un petit peu en arrière et de regarder cette caractéristique de tempête prévue, à quoi on peut s'attendre comme niveau d'impact à la côte. Donc on a ces événements analogues grâce à cette base de données qui permet de construire ces événements référents pour prédire les effets d'événements futurs similaires. Et puis, on a des outils pour modéliser les événements en termes de submersion marine. Les tempêtes sont souvent associées effectivement à des submersions marines. Enfin souvent, disons, les événements extrêmes sont souvent associés, contribuent souvent à l'apparition de phénomènes de submersion marine. Donc l'objectif de ces modèles-là, c'est la prédiction des niveaux et l'étendue des submersions marines lors des événements de tempête. Alors ça, c'est des modèles que l'on peut faire travailler à l'échelle locale et à l'échelle événementielle, c'est-à-dire à l'échelle de la tempête. On peut aussi travailler à plus long terme pour caractériser les zones concernées par la remontée du niveau de la mer, ce qu'on appelle aussi la submersion permanente. Là, on va travailler à des échelles qui sont beaucoup plus régionales, voire la façade, voire le niveau national. Alors on a des outils pour modéliser les phénomènes de submersion marine qui sont liés aux tempêtes. On va d'abord s'attacher aux tempêtes. L'objectif, c'est de produire des simulations prospectives sur des événements qui sont probables, récurrents et ou extrêmes à venir. Donc, et c'est aussi des modélisations qui vont intégrer, selon lesquelles on peut aussi intégrer dans l'avenir, intégrer la remontée du niveau de la mer à différentes échéances. Alors, on peut utiliser aussi à d'autres fins ces modélisations pour reproduire des événements passés. Alors ça permet notamment de construire des retours d'expérience solides sur un certain nombre d'événements marquants et qui vont, par retour, permettre de caler aussi ces simulations prospectives. Et ça permet aussi de comprendre les phénomènes au cours de ces événements de tempête et leur dynamique. Alors le terme dynamique, c'est vraiment le terme à retenir. C'est des modèles que l'on dit justement dynamiques,
C'est des modèles souvent très précis, spatialement et temporellement, qui prennent en compte de manière très fine la chronique des vagues pendant l'événement de tempête. C'est pour ça qu'on appelle ces modèles des modèles dits vague à vague ou par groupe de vagues. Et c'est des modèles qui sont assez longs à mettre en place et assez coûteux en termes de temps de calcul, etc. Et ce pourquoi ils sont justement adaptés principalement à des emprises locales de l'ordre de quelques kilomètres. En sortie de ces modèles, eh bien, on va avoir la prédiction des niveaux et de l'étendue des submersions en termes de hauteur, de volume entrant et aussi de vitesse de courant. Ça, c'est un paramètre qui est extrêmement important, notamment pour le paramètre humain, mais aussi pour les paramètres bâtiment. Ça permet, comme je disais précédemment, de visualiser la dynamique des phénomènes, et c'est utilisé à des fins de sensibilisation, de prévention des risques. C'est des modèles que l'on utilise pour réaliser des zonages réglementaires, par exemple. Et puis, bien sûr, c'est utile pour l'adaptation et pour les outils de recherche. Alors là, je vais vous montrer un exemple de ce type de modèle. Donc c'est en fait le modèle qui rejoue en fait la tempête du 10 mars 2008 sur la presqu'île de Gavre dans le Morbihan. C'est en face Lorient en fait pour ceux qui connaissent. Et là vous avez donc évidemment en accéléré toute la chronique de houle qui est passée en revue et qui permet de visualiser sur la côte la progression de la submersion. Et vous avez le côté dynamique du modèle qui permet de voir au cours de l'événement, de voir la progression de la submersion sur ce secteur. Donc on a vu tout d'abord en début d'événement une entrée de la submersion par le nord de la ville, et puis progressivement lorsque la tempête s'accélère, on a des franchissements par paquet de mer qui sont de plus en plus importants, avec des volumes aussi qui sont croissants, et on a les deux parties de la submersion qui vont se rejoindre dans la zone basse qui est constituée par les terrains des sports. Alors vous voyez, j'ai entendu des sifflements, c'est effectivement aussi très pédagogique, c'est pour ça aussi qu'on utilise ce type de modèle, en tout cas ce type de représentation, parce qu'on peut aussi faire des représentations plus figées comme celle-ci. Mais là, effectivement, on a quelque chose de très démonstratif sur la manière dont se déroule l'événement et comment on peut l'anticiper au cours du temps, de préférence avant bien entendu. Et puis on peut améliorer aussi ce type de simulation. En prenant en compte en fait ce que l'on appelle l'érosion événementielle dans la simulation. Donc l'érosion événementielle, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la mobilité des fonds sableux, c'est l'érosion du front dunaire, c'est aussi la formation de brèches au cours de la tempête. Donc là, vous avez une simulation. Ah, je vais un petit peu trop vite. Voilà, donc on reprend un petit peu les mêmes types de modèles, ce n'est pas tout à fait les mêmes modèles physiques. Mais en tout cas, ici, vous avez quelque chose qui a été réalisé dans le cadre du plan Littoral 21 pour l'Adréal. On a modélisé sur la plage du Sardinal un événement d'occurrence cinquantennale. Et vous avez sur la partie droite un modèle, on va dire, classique qui ne prend pas en compte l'érosion. Et sur la gauche, le déroulé d'un modèle qui, lui, prend en compte le phénomène d'érosion. Et on voit de suite sur cette image, au niveau de l'embouchure de la tête, que l'on a finalement une submersion qui, en début d'événement, est beaucoup plus rapide. Vous voyez, les flèches sableuses de la tête ont déjà disparu sur la gauche. Et si on se déplace sur la partie plus au sud, vers le port et la zone portuaire, là, ce que l'on va voir très vite aussi, là aussi, on a quelque chose qui est plus en avance sur la gauche en termes de submersion et de volume de submersion sur la zone portuaire, et aussi on pourra constater, alors suivant les secteurs sur lesquels on fait ces modélisations, des surfaces qui sont de 2 à 8 fois supérieures à ce que l'on peut modéliser avec ce que l'on appelle un modèle à fond fixe. Voilà, là on est en fin d'événement. Et puis on a aussi, pour terminer, tout ce qui est la modélisation de la submersion, qui est liée à la remontée du niveau de la mer. Alors là, ce qu'on va appeler, là on était dans l'événementiel des tempêtes, donc c'est des niveaux récurrents, de tempêtes récurrentes, c'est surtout des submersions temporaires. La remontée du niveau de la mer, ça va amener à ce qu'on appelle, nous, de la submersion permanente.
vis-à-vis bien sûr du changement climatique. L'objectif de ces simulations, ça a beaucoup été utilisé pour évaluer de manière assez large les zones qui vont être exposées à ces phénomènes, pour sensibiliser également. C'est aussi des outils de prévention, bien sûr, et d'adaptation, d'aide à l'adaptation qui sont importants. Donc ce sont des modèles qui, eux, sont beaucoup plus simplifiés et qui, par opposition à ceux que je vous ai montrés juste avant, sont des modèles dits statiques. Donc en fait, on se contente, entre guillemets, de projeter un niveau marin donné, à une échéance temporelle donnée, de manière simple, sur la topographie terrestre. Donc c'est adapté à des échelles spatiales assez larges, régionales, des façades et même des pays. En fait, on peut faire assez rapidement ce type de projection sur des zones assez larges. On a deux méthodes que l'on utilise. On a une méthode sur la gauche du schéma qui est appelée zone basse. En fait, on se contente finalement de remplir les cuvettes qui sont constituées par la topographie et les zones basses. Et puis on a une méthodologie un peu plus élaborée qui, elle, prend en compte la connexion des zones basses avec la mer, au travers des lagunes, par exemple dans le golfe du Lion, ou à travers les différents canaux qui peuvent exister le long de la côte. Alors, on a un exemple au travers d'une réalisation que l'on a faite pour visualiser les zones exposées à l'élévation du niveau de la mer à marée haute sur le site internet sealevelrise.gem.fr. Alors ça, c'est une démonstration que j'ai préenregistrée. Voilà, donc vous voyez, on a une échelle assez large, hein. Là on a le golfe du Lion, et vous avez ici les zones rouges qui correspondent aux zones à l'étendue de la submersion permanente. Et sur la réglette à gauche, sur le site internet de manière interactive, on peut faire varier le niveau de 50 cm en 50 cm, donc l'équivalent de ce que va être les différents niveaux au fil de l'élévation du niveau de la mer. Voilà, alors c'est assez, j'ai parlé d'échelle large, mais ça reste quand même des modèles qui sont malgré tout en précision spatiale assez fine, si on peut dire, parce qu'on travaille quand même sur ces informations qui sont du niveau, du moins pour la topographie, on utilise par exemple les données précises de litho 3D, des modèles acquis par LIDAR, donc avec une topographie qui est autour d'une résolution de 1 mètre à 1 mètre 50. Donc là, j'ai zoomé sur le secteur de Canet, que je vous ai montré sur les autres modélisations. Voilà, ça permet d'avoir une idée déjà assez large et assez pédagogique aussi de ce que pourra être l'évaluation et l'impact de l'évaluation du niveau de la mer au cours du temps. Voilà, et à l'échelle nationale, on a aussi cette vision-là. Et ici, un petit zoom sur la Vendée et sur les Pays de Loire. Je vous remercie.